Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, dont vous retrouvez tous les épisodes en ligne sur le site du podcast et sur YouTube. Je suis André Loez et j'ai le plaisir, même avec une voix un peu grippée, d'être en visio avec Nadège Ragarou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et politiste, directrice de recherche au CERI. On avait discuté ensemble de votre livre sur la Shoah en Bulgarie intitulé entre guillemets « Et les Juifs bulgares furent sauvés » entre guillemets parce que c'est un titre qui renvoie à une vision trompeuse de la période. Je renvoie à l'épisode 180 du podcast. Et aujourd'hui, on va discuter de votre livre paru il y a quelques semaines, très différent, qui s'appelle « Et maintenant où va-t-on? Le communisme en scène ?» qui porte, pour le dire simplement, sur la vie culturelle en Bulgarie communiste. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressé pour deux raisons complémentaires. D'abord parce que c'est la première fois que, au fond, je découvre cette Bulgarie du bloc de l'Est assez peu étudiée en France et assez exotique pour moi. Et puis, du point de vue des méthodes et de l'histoire culturelle, c'est un livre d'une grande subtilité que je vais essayer de souligner voilà, à travers les questions de l'entretien. Et pour ça, on va avoir une discussion en trois temps à peu près. D'abord, peut-être une présentation un peu générale de cette Bulgarie communiste. Ensuite, des points tirés du livre, parce que c'est une suite d'études de cas, en quelque sorte, qui donnent chacune plutôt un éclairage sur des facettes différentes de ce pays. Et puis, peut-être terminer sur des questions plus profondes, plus récentes aussi, sur l'écriture de l'Est européen aujourd'hui, dans le contexte du poutinisme, de la guerre en Ukraine. Peut-être une première question, je crois que on peut peut-être commencer par situer la Bulgarie pour les personnes qui nous écoutent. Alors évidemment, on conseille à tout le monde de prendre une carte, sauf si vous êtes au volant en écoutant ce podcast, voilà, il faudra attendre, mais sinon, avec une carte sous les yeux, ce sera plus simple, on en mettra une d'ailleurs sur le site. Où est-ce qu'on se situe ? Alors oui, on parle généralement d'un pays de l'Est et je voudrais juste rajouter du Sud-Est. Et si vous extrayez le terme Sud, vous voyez que la Bulgarie a à sa frontière sud la Grèce, qui pour un touriste français évoque le soleil, la lumière, le blanc et le bleu marine. À l'Est, la mer Noire, qui évoque aussi des bords maritimes tout à fait ravissants. Et vous savez peut-être d'ailleurs qu'un club méditerranéen avait existé à Varna dans les années 70, donc à l'Est de la Bulgarie. Et puis au nord, vous avez ce merveilleux Danube qui nous porte vers Vienne, qui nous porte vers l'idée de l'Europe centrale. Associé à cela, vous imaginez donc à la fois de la chaleur, un été où on dévore des pastèques et où on est sous un soleil resplendissant, et des hivers plus continentaux où vous pourriez avoir Sofia nappée de neige blanche avec des bulbes d'églises orthodoxes vert et or qui jaillissent. Donc, une fois que vous avez resitué un tout petit peu visuellement, cela veut dire que parler de communisme ne peut pas être gris anthracite. La couleur que l'on donne généralement, en partie pour des raisons d'ailleurs de source, des photographies anciennes en noir et blanc, en partie pour un imaginaire qui fait qu'un pays communiste mal connu est gris. Ce qui est assez stupéfiant dans le contexte bulgare, c'est le fait que ce pays n'a connu aucun des grands ébranlements des autres États du bloc soviétique. Pas de mouvements sociaux en 1953 comme à Berlin, pas de révolution comme à Budapest en 1956, pas de printemps de Prague en 1968, même s'il y a eu des résonances en Bulgarie, pas de mouvement Solidarność, l'équivalent de la Pologne dans les années 80. Donc nous sommes en présence d'un pays, a priori, vu comme ayant eu une sorte de période communiste relativement lisse, avec deux types d'interprétations qui demeurent jusqu'à aujourd'hui, qui sont radicalement opposées. La première, la raison en serait la virulence de la répression. Et là, vous voyez apparaître d'autres références, la référence par exemple au parapluie bulgare contre l'opposant Georgi Markov qui a été assassiné dans les années 70. J'explique juste aux gens qui nous écoutent et qui n'ont pas vécu ces épisodes de la guerre froide que le parapluie bulgare, c'est le nom donné à l'arme utilisée par les services secrets pour, à la pointe d'un parapluie, tapant le pied de quelqu'un avec la pointe du parapluie, lui injecter une dose de poison. Et donc, du coup, ça renvoie à tout cet imaginaire de la violence, de la guerre froide et des services de sécurité de l'État. Absolument, avec une collaboration étroite entre l'Union soviétique, qui avait fourni le poison, et le parapluie lui-même bulgare, ou un autre cas très très longtemps commenté, qui était la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. Donc cet imaginaire-là serait celui d'une très efficace et très puissante répression. Et puis en face, vous avez une autre récit de ce communisme qui est que la Bulgarie, en 1944, était un petit pays très majoritairement paysan, faiblement industrialisé,
qui avait connu un entre-deux-guerres assez intense sur le plan des assassinats politiques, des tentatives de coup d'État, et qui va se retrouver connaître quelques décennies de très forte croissance économique extensive, de mutations assez radicales, urbanisation, industrialisation, modernisation, développement d'une classe moyenne. Et là, dans ce cas-là, le récit est très différent. La raison pour laquelle le régime a duré sans crise majeure est tout simplement qu'il aurait tenu à tout le moins une partie de ses promesses de transformation socio-économique et culturelle. Est-ce qu'on peut revenir sur la naissance de ce régime au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Parce que c'est une naissance qui est, par certains côtés, moins exogène que lorsque les Soviétiques imposent en Pologne un gouvernement fantoche qu'ils ont eux-mêmes composé. Là, il y a des communistes bulgares, il y en avait avant-guerre, et puis surtout, il y a eu beaucoup de partisans communistes. Donc ça veut dire que la naissance du communisme, du régime communiste en Bulgarie, elle est quand même liée à des dynamiques sociales et politiques à l'intérieur même du pays. Alors, la Bulgarie était alliée de l'Allemagne, donc elle n'a jamais été occupée par les forces allemandes, puisqu'il y a eu une présence de Gestapo ou d'amis qui faisaient attention au sérieux de cette alliance, mais il n'y a pas eu d'occupation. Et la Bulgarie a connu une Seconde Guerre mondiale qui, par comparaison avec la décennie qui commence avec la guerre balkanique et qui se finit à la fin des années 1910, est beaucoup moins violente et beaucoup moins dévastatrice. Le mouvement communiste s'y était réellement développé après la Première Guerre mondiale et a connu des hauts et des bas, en partie liés à la répression de l'État et en partie liés à des querelles internes d'une extrême violence, en partie liées au fait qu'une partie des communistes se sont exilés en Union soviétique où ils ont bénéficié des purges staliniennes. On estime à environ 800 personnes le nombre de morts militants communistes. Et donc on se retrouve au moment de la guerre avec un petit mouvement communiste qui est très fragilisé, avec une aile assez dure portée à l'action armée, et puis avec aussi la présence à Moscou de Georgi Dimitrov, qui a été donc haut responsable du Comintern et du Parti communiste bulgare. Ce qui se passe au moment de 1944 est le croisement entre une invasion par l'Union soviétique, elle est passée par la Roumanie avant, elle arrive en Bulgarie, les communistes appellent cela une libération, les non-communistes une invasion, qui va rencontrer un mouvement partisan qui s'est un petit peu étoffé entre 1943 et 1944, notamment en raison de la très virulente répression du régime et de fait disproportionnée par rapport à la menace que représentaient les partisans. Et donc là, ce qui va se passer, là où il y a une différence très nette par rapport à la Pologne ou à la Roumanie, c'est qu'il va y avoir malgré tout un enthousiasme mêlé de peur et de terreur pour d'autres segments de la société, enthousiasme de fin de guerre, d'aspiration à autre chose, d'aspiration à sortir d'un régime personnel, d'aspiration à sortir des assassinats politiques, et du fait de croire en effet qu'un autre futur est possible. Et donc, pour un segment de la population, en effet, il y aura une adhésion sous la forme d'une coalition qui comprend des communistes prépondérants, mais aussi des alliés, y compris donc une partie de sociodémocrates ou d'agrariens de gauche. Dans cette Bulgarie communiste, il y a un homme qui incarne le régime pendant 3 décennies environ. C'est Todor Zhivkov. Il a été un de ses partisans et il est ensuite indéboulonnable durant l'essentiel de la période post-stalinienne. Oui, tout à fait. Todor Zhivkov arrive au pouvoir au moment de la déstalinisation, va s'imposer lentement entre 1954 et 1957. Il est définitivement vraiment établi vers 1958 et va rester au pouvoir jusqu'en 1989 avec un profil qui est d'un homme de milieu social friable, ayant fait ses armes dans le Parti communiste, ayant été donc partisan et jouant beaucoup sur ce qu'on appelait une sorte d'instinct de perception sociétale pertinente sur ce fond de bon sens un peu paysan qui serait resté chez lui alors qu'il était urbain et qui va en fait de manière tactique avoir deux recours qui seront très pertinents. Le premier, c'est celui de coopter une partie de l'intelligentsia et de l'élite créative, et notamment dans les années 70 et 80, années 70 avec sa fille comme un acteur majeur, de leur donner l'accès à une certaine liberté de circulation et une certaine idée de la grandeur. Donc cet appui sur des milieux créatifs va fournir un élément de légitimité. La deuxième idée qui va contribuer à sa persistance à travers les décennies,
c'est de s'appuyer sur l'Union soviétique. Là où pour d'autres pays, il était aberrant d'avoir des liens économiques avec l'Union soviétique du point de vue de leur croissance économique, la Bulgarie importe à bas prix des matières premières et va financer de fait sa croissance économique par ces importations-là et par l'autorisation informelle par l'Union soviétique de réexporter à des tarifs plus élevés une partie du pétrole ou du gaz qui lui sont fournis. Donc cette satellisation de la Bulgarie, de fait, est aussi un choix géopolitique qui sera rentable pour le régime pendant plusieurs décennies. Est-ce que dans les rapports bulgaro-soviétiques, il y a un temps long de l'histoire qui est mobilisable ou qui est mobilisé par les acteurs? Parce que, à la différence d'autres pays du bloc de l'Est, la Bulgarie, c'est un pays orthodoxe majoritairement, c'est un pays avec une langue slave et, sauf erreur, l'alphabet cyrillique. C'est un pays aussi qui a dû son émancipation progressive de l'Empire ottoman au 19e siècle en partie à l'aide militaire ou diplomatique de la Russie. C'est un pays qui a eu des tsars, avec une forme de mimétisme politique bulgaro-russe. Donc est-ce que voilà, cet historique des liens entre Bulgarie et Russie ont joué durant la période du communisme? Oui, cet historique a joué et il a été extrêmement instrumentalisé, mais également avec succès. Notamment pour deux raisons principales. Vous l'avez dit très justement, la Bulgarie pense qu'elle a dû son émancipation par rapport à l'Empire ottoman, à la guerre russo-ottomane de 1877-78 et a été très profondément reconnaissante pour cette contribution majeure, de fait décisive, de la Russie à sa libération, ce qui est appelé la libération en Bulgarie, donc de facto en 1878 et de jure en 1908. Cet élément d'ailleurs de l'idée de la libération par les Russes va être transposé à 1944, nouvelle libération par cette fois-ci l'Union soviétique, et donc il y aura une itération à non plus finir de référence à la manière dont l'Union soviétique à chaque fois a été le sauveur et le libérateur de la Bulgarie. Le deuxième élément, lui, est plus culturel. Il est lié au fait que les langues slaves sont assez proches, qu'il va y avoir des circulations importantes au XIXe siècle, pas seulement vers la Russie, hein, également vers l'Europe qu'on n'appelait pas encore de l'Ouest, mais qui vont être là encore valorisées, avec la possibilité assez facile d'apprendre le russe, encouragée par le régime, une fascination pour la littérature russe, pour l'opéra russe, donc dans les mondes lettrés, une admiration. Et puis un autre élément, tout à fait fascinant, qui est que du point de vue bulgare, se rapprocher de l'Union soviétique, ce n'est pas se détourner de l'Ouest, c'est le raccourci bulgare vers l'Ouest. Parce qu'à l'imaginaire de cette Russie francophone, grande culture, ayant su incorporer les savoirs, et une partie de ce que les Bulgares vont lire après 1944, ce seront des traductions en russe de grands textes occidentaux qui n'ont pas encore été traduits en bulgare. Donc, c'est vraiment un point qui est très spécifique à la Bulgarie, qui là encore n'est pas lié à un imaginaire qui serait non fondé sur de la factualité, qui peut s'observer par le nombre de traductions et par les lectures, mais qui va favoriser une non-opposition entre l'idée de se moderniser et l'idée d'être proche de l'Union soviétique. Modernisation, vous avez commencé à le dire, c'est un pays qui est extrêmement rural tout le 19e et au sortir encore de la Deuxième Guerre mondiale. Quelle coloration ça donne au communisme, sachant que le communisme rural, on l'imagine à travers les kolkhozes et la collectivisation des terres staliniennes par exemple. Est-ce que c'est ce modèle-là qui est adopté en Bulgarie communiste ou est-ce que finalement le poids de cette paysannerie conduit les communistes bulgares à faire peut-être plus de compromis avec cette couche sociale, évidemment déterminante pour le pays? Alors, il va y avoir en effet une collectivisation en Bulgarie dans la deuxième moitié des années 40 et qui ne va réussir à s'achever qu'à la fin des années 50 dans des régions, notamment des régions des minorités turques musulmanes et qu'on appelle parfois Pomak, donc qui sont des bulgarophones musulmans qui vont eux opposer une résistance très très significative à cette collectivisation et elle va être menée avec une brutalité incontestable, avec aussi des effets très importants sur le départ d'une partie de la population qui va émigrer, donc sur un tout petit fragment de la communauté juive qui était principalement urbaine, mais il y avait un tout petit segment qui pouvait être en monde rural, et puis également sur la minorité turque, dont environ 151 000 membres vont être invités à partir ou expulsés en 1950-51 parce que s'opposant à cette collectivisation.
Et donc, on va avoir ce moment-là. Mais une des raisons pour lesquelles peut-être en Bulgarie, là encore, la configuration est spécifique, c'est que nous n'étions pas en présence d'un pays à latifundia. Nous étions dans le nord-est avec des régions de terre de blé relativement vastes, mais pour l'essentiel, d'ores et déjà, de petites propriétés. Donc, le processus va avoir des effets de transformation socio-économique qui vont être assez différents de ce qu'on pourrait observer dans d'autres pays. Mais le plus important, je pense, ce ne sera pas tant les compromis par rapport aux mondes ruraux que le fait de leur promettre l'urbanisation. Par des villes de taille moyenne, par le fait d'aller, Sofia va être décuplée sur le plan démographique, d'autres grandes villes également. Donc cette transformation-là, elle a lieu en 2 à 3 décennies. Elle est extrêmement rapide. La création de villes nouvelles également. Mais je pense que cette impulsion-là, qui va être promise comme un rêve, qui est fournie par le régime communiste et qui va créer une partie de l'adhésion des milieux ruraux. Une dernière question avant d'en venir au cœur de la matière de votre livre. Comment se déroule la transition au post-communisme en Bulgarie? Est-ce que c'est quelque chose où il y a des processus internes qui s'accélèrent avec les événements externes en Hongrie, en RDA, en Pologne, etc. Ou est-ce que c'est vraiment un effet direct voilà, des révolutions et des chutes des régimes voisins? Alors, il y avait une lassitude évidente, y compris dans la haute nomenclatura la plus favorisée par le régime, par rapport au fait que Todor Živkov ne veuille pas de successeur. Et donc, l'enjeu d'une partie de cette nomenclatura, c'était non pas de faire chuter le communisme, mais de renouveler la classe dirigeante. Et dans le même temps, une certitude selon laquelle il n'y aurait aucun changement en Bulgarie. Et donc, il est fascinant de voir que même dans des milieux de nomenclatura, lorsque vous menez des entretiens dans les années 90, les gens vous disent dans partout ailleurs, oui, bien évidemment, mais en Bulgarie, non. Et de fait, il va y avoir la préparation d'un coup de palais par quelques membres, mais un cercle assez étroit qui avait été proche de Dr. Zhivkov et qui va passer par Moscou demander l'approbation de Gorbatchev. Mais c'est quelque chose qui est quand même très largement exogène, puisque après l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, il y a en Bulgarie le sentiment que l'équivalent donc n'a pas lieu, donc tout le monde suit avec fascination la télévision, la presse soviétique, mais sans espoir. Et ce n'est que dans l'accélération du temps qui commence au mois de mai 1989, mais surtout pendant l'été et au début de l'automne, qu'il va y avoir le fait de parvenir à finir par convaincre le cercle suffisant pour qu'il y ait lieu, en effet, une révolution de palais entre le 9 et le 10 novembre 1989. Alors, c'est un des éléments les plus riches du livre, parce que votre livre est un livre qui porte sur les arts, et on va revenir sur ce choix de parler du théâtre, du cinéma, mais c'est un livre, au fond, dont la matière première, c'est la temporalité, et qui met en évidence des discordances temporelles. Et effectivement, ce qu'on voit dans les années 1980, et que vous racontez dans certains chapitres, c'est des gens dont l'horizon temporel n'est pas celui de la période dans laquelle ils vivent. Ils ont grandi à une époque où ils sont devenus cadres communistes, à une époque du communisme triomphant, et puis ils n'arrivent pas à saisir ces basculements temporels où ils agissent à contre-temps, ils agissent en décalage. Est-ce qu'on peut dire un mot, voilà, de ce qui est vraiment en arrière-plan de tout le projet du livre, qui est de réfléchir à ces temporalités plus ou moins disjointes de quelque chose qui en plus aujourd'hui est temporellement pas si loin, c'est il y a une trentaine d'années, mais c'est totalement disparu en même temps. Donc voilà, en quoi votre livre pose cette question du rapport au temps dans la Bulgarie communiste? Mm. Et il pose la question du rapport au temps, sans doute au moins à 3 niveaux. À un premier niveau, c'est celui qui est mon obsession, essayer de comprendre de quoi les césures les plus radicales sont faites. Donc c'est la césure de 1944, c'est celle de 1989, c'est aussi, on en parlera sans doute plus tard, celle d'aujourd'hui, qui renvoie à ces éléments de reflet de 1989 et 1944, au-delà des très grandes différences. Et la question qui se posait là est comment quelque chose d'aussi radicalement autre peut-il advenir? Cela a pu advenir en partie par violence, mais le régime n'a pas éliminé 20 à 30% de la population. Ce n'est pas seulement la destruction qui explique une rupture. Et donc, j'étais intéressée par les éléments de transformation des continuités ou de réappropriation d'éléments du passé qui permettent de donner sens à un présent qui, lui, va être autre. Donc, le premier élément, c'est cela, c'est comment se tisse du même et du différent. Et de quelle façon est-ce que, diversement, à travers les décennies, ce rapport de tissage va évoluer.
Et puis, à un deuxième niveau, c'était m'intéresser à la diversité interne au communisme dans ces diverses décennies. On a un début qui va être une installation, donc avec un espoir d'euphorie et de changement, mais aussi beaucoup de violence. On va avoir une période stalinienne de la fin des années 40, de la première moitié des années 50. On a un assouplissement dans les années 60 qui laisse espérer une ouverture. On a le sentiment d'une stabilisation années 70, mais d'une frustration de repli années 80. Et donc, par rapport à une vision qui très longtemps a été d'un bloc communiste, entendu spatialement et temporellement, je voulais montrer cette variété parce qu'elle est aussi une variété générationnelle. Pour quelqu'un qui a connu les années 20 et ce qui est appelé par les communistes la terreur blanche, évidemment, la lecture des années 40 est différente. Si vous naissez 20 ans après, vous êtes dans les enfants de la première génération, dans un certain début de confort. Si vous naissez encore un peu plus tard, vous avez créé une bourgeoisie rouge et vous voulez autre chose. Donc, c'était montrer cela. Et puis, par ailleurs, j'étais très intéressée par ces éléments de disjonction dont vous parlez, dans les rapports entre le temps individuel et le temps collectif, et dans les intrications entre passé, présent et futur. Il y a une sorte de conjonction, fin des 40, entre la promesse d'un avenir qui ira loin, qui sera plus tard la promesse de la conquête spatiale, qui ira loin dans le ciel également, et donc la possibilité d'une projection qui emporte avec elle des citoyens. Donc en un sens, le temps individuel et le temps collectif tendent à être en association à ce moment-là. Et puis, on va voir par contraste, dans les années 70 et ensuite, un temps individuel plutôt rassurant. On n'est plus dans les camps, le risque d'une répression très violente, mais le sentiment d'un ralentissement du temps collectif, voire progressivement de son immobilisation. Et donc, l'effort pour essayer de penser autre chose qu'un présent qui, peu à peu, va s'enraciner dans le passé comme pour se donner un plus grand élan, comme s'il fallait vraiment creuser très profondément pour que l'avenir existe. Et donc ça, ce lien entre l'individuel et le collectif nous renvoie à cet élément du passé, présent, futur, qui est sans doute une des grandes originalités du communisme comme idéologie et parfois comme action d'État, c'est-à-dire d'essayer de travailler le temps, d'avoir l'ambition prométhéenne et violente de le façonner de nos jours, maintenant que nous réfléchissons davantage sur les rapports entre nature et culture, sur l'arrogance humaine face au monde que tous les humains ont voulu transformer et soumettre à sa volonté, on peut aussi regarder un peu différemment ce communisme qui voulait transformer le sol, les sous-sols, le ciel et aussi l'intemporalité avec cette incroyable ambition qui finalement évidemment a échoué. Si on entre dans les études de cas du livre, la première est très intéressante de ce point de vue temporel notamment parce que vous prenez comme objet les actrices du théâtre bulgare en montrant que on a toute une série de femmes qui étaient habituées à jouer des rôles classiques et qui parfois avaient fait des tournées européennes et avaient joué Phèdre, mettons, sur des scènes en Europe. Et puis, dans les années, fin des années 40, début des années 50, elles doivent jouer des kolkhosiennes et où elles doivent jouer des ouvrières. Et du coup, tout leur habitus, y compris scénique, la façon de se tenir en scène, la façon de s'habiller, d'évoluer dans les décors, la diction, etc. Tout doit changer, mais tout doit changer. En même temps, c'est des gens qui restent les mêmes. Donc, comment ça s'articule et puis, qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste de ces actrices? Ce qui m'a mis sur la piste des actrices, je crois, a été la lecture d'un livret annoté dans le sud-ouest de la Bulgarie pour la préparation de ce qui est un opéra. Et à ce moment-là, je me suis intéressée à la manière dont on annotait, ce que l'on demandait, quelles étaient les consignes pour ajuster à la période communiste ces manières de jouer et d'interpréter. Les voix des femmes et le théâtre était très important dans les pays d'Europe centrale et du Sud-Est. Il était également d'ailleurs en Europe de l'Ouest. C'était un des lieux d'affichage d'un statut social et dans un pays qui était relativement neuf, relativement jeune, il y avait une fascination pour la possibilité à la fois de regarder la salle dans sa diversité sociologique, depuis le poulailler jusqu'à l'orchestre, et puis sur scène, de mettre en scène cette réussite sociale, de mettre en scène cette européanité et de montrer ce qui était une splendeur, splendeur des décors, splendeur des voix et des projections. Mais je crois que l'élément qui était le plus fascinant, c'était que parce que la Bulgarie était un pays relativement récent, une partie des comédiennes avaient été formées en Bulgarie, mais aussi à l'étranger, très largement
largement en Allemagne, très largement donc dans l'Empire hongrois, puis en Autriche, et donc avec une très grande variété scénique des manières de parler, de projeter, de se tenir. Et il y avait tout un ensemble d'archives, de photographies de ces comédiennes qui reprenaient des éléments communs au théâtre européen de façon assez large, avec des formes de séduction, et puis en même temps un peu plus de pudeur et de retenue que de ce que l'on voyait dans d'autres États. Et tout à coup, on se retrouve avec des captations, des fois quelques images filmées qui sont gardées en archive, ou des photographies où soudainement les corps sont stricts, sont droits, sont vraiment extrêmement ternes. Et de fait, dans les mémoires des comédiennes, il y a de nombreuses évocations de la violence corporelle incorporée qu'a représentée pour elles cette transformation dans la manière de dire et dans les rôles qu'elles devaient incarner. Alors, ce qui est très intéressant, c'est comment cela se passe. Et cela se passe d'une part parce qu'il va y avoir la continuité possible de carrière. Il y a de la répression, mais la Bulgarie n'ayant pas un pool extraordinairement diversifié, elle envoie se former à l'étranger une nouvelle génération de comédiennes qui vont notamment se former en Union soviétique. En attendant, il lui faut des spectacles. Et donc, elle va patrimonialiser et elle va transformer et réinterpréter ce qu'étaient les façons de jouer des comédiennes plus classiques. Donc là, c'est un des premiers mécanismes. Elle reste sur scène. Le deuxième mécanisme, c'est le fait qu'il va y avoir dans l'offre théâtrale une variété, puisqu'il faut remplir des quotas pour faire venir au théâtre et que la version kolkhoz extraordinairement froide enthousiasme une partie, mais pas une totalité des publics du théâtre qui sont encore pour certains des bourgeois. Et donc, il va falloir trouver un dosage et en mêlant une partie du théâtre historique, il sera possible de réincorporer quelques costumes, de faire venir quelques intérieurs bourgeois et donc de recréer une continuité visuelle, sensorielle, là où pour le reste, on est en train de transformer. Et puis après, il y a un processus qui est un processus lent, par lequel, vous savez, quand vous regardez un acteur ou un comédien jouer, quel que soit le pays, vous avez toujours en mémoire les performances antérieures, comment a été incarné tel ou tel rôle. De fait, vous ne voyez jamais un seul rôle sur scène. Vous en voyez une dizaine condensés et vous pensez à travers la comparaison. Eh bien, c'est en partie ce qui va se faire du point de vue du public. Et la relation entre les comédiennes et le public est essentielle à leur possibilité de s'incarner et de s'épanouir. C'est qu'ils vont progressivement incorporer les nouveaux rôles en les reliant à la manière dont avaient été joués d'autres rôles et en élaborant une propre synthèse qui garantit cette mutation dont je parlais par des réappropriations de continuité. On comprend en vous écoutant que vous avez travaillé sur des matériaux qui ne sont pas strictement les matériaux classiques de l'histoire politique, les rapports du parti, mais que il y a des matériaux très variés, des images animées, des images fixes, de l'écrit intime et personnel, etc. Et ça renvoie aussi au fait que dans les pays communistes, il y a quelque chose peut-être qu'il faut restituer parce que c'est un pan important de cette histoire. Il y avait tout un écosystème culturel très fort avec des magazines, des revues professionnelles, des maisons de la jeunesse, des syndicats. Autrement dit, la culture était quelque chose qui s'écrivait, qui se représentait, qui se discutait. Et d'ailleurs, peut-être qu'on discutait d'autant plus de culture qu'on n'avait pas le droit de discuter de politique. En tout cas, il y a une certaine densité de ces sources culturelles. Alors voilà, est-ce qu'on peut dire un mot des matériaux de cette enquête? Ah oui, vous avez tout à fait raison. Il y a une densité culturelle très importante qui renvoie là très clairement au projet communiste. Le projet communiste, c'est un projet d'élévation entre guillemets des masses, projet de développement donc entre guillemets là encore culturel de la population, avec une aspiration très profonde à des conditions sociales plus égales et donc à une transformation qui passe par l'éducation. Et ce monde qui doit être un monde lettré est un monde qui doit bien évidemment aller du point de vue des autorités communistes au cinéma et au théâtre, si possible également voir des concerts classiques ou à l'opéra. Donc on va avoir un investissement très important qui fait qu'on a un pool de sources extrêmement variées. On a des sources du parti classique qui mettent en exergue dans des plénums, les comités centraux, des discussions au niveau régional et local, certaines priorités, y compris de formation de la correcte interprétation des mondes culturels. Et puis on va avoir toutes ces revues innombrables. De fait, pour le cinéma lui-même, on en a au moins 6 ou 7 qui vont des revues destinées aux
Tino Rabotnik, donc le travailleur du cinéma, jusqu'aux revues plus intellectuelles évoquant le monde du cinéma au-delà du bloc de l'Est. Et il va y avoir un nombre d'abonnements extrêmement élevé. C'était très peu onéreux et on avait des obligations d'abonnement, mais aussi la possibilité de choisir donc 2 à 3 abonnements. Et beaucoup de personnes vont s'impliquer très fortement dans le fait de lire ces revues. Et puis vous avez également une incroyable circulation qu'on oublie très souvent, une circulation qui passe par des festivals, qui passe par le fait d'aller exporter de la culture et qui passe par le fait que la Bulgarie a envoyé des ingénieurs dans des pays amis, lesquels ont accès à d'autres sources, et tout cela revient. Et cela revient sous forme de récits familiaux, sous forme de photographies qu'on a pu prendre, sous forme d'images qui vont circuler, de récits, et dans le même temps, tous ces textes écrits donc de mémoire par des comédiennes, par des acteurs, qui sont des êtres très réputés en Bulgarie, qui vont donc écrire en partie sous le communisme et en partie après la chute du communisme, sans qu'il y ait d'ailleurs nécessairement une radicale transformation dans leur récit de leurs expériences. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'était des sources visuelles, de fait, et des sources sonores. J'ai moins parlé des sources sonores dans l'ouvrage, mais il y a eu du radiothéâtre, comme dans d'autres pays de l'Est, et ce radiothéâtre faisait que l'on entendait des pièces jouées et qu'il y a aussi une mémoire sonore très importante de ce que fut la relation au théâtre. Sur le plan visuel, on a de tout. On a des caricatures, on a des dessins, on a des photographies, on a des captations filmées, et ça commence très tôt. Donc parce qu'il y a la possibilité de voir dialoguer ce qui sera en noir et blanc ou en couleur, ce qui sera mobile ou fixe, ce qui sera l'interprétation graphique dessinée et ce qui sera la plus grande fidélité documentaire de ce qui est proposé, plus des recommandations qu'on trouve en archives sur comment choisir un comédien ou une comédienne, quelle apparence physique leur donner. Tout cela permet de reconstituer un monde sensible. Et là encore, la notion de monde sensible est une notion infiniment banale et absolument décisive. Elle est banale parce que l'histoire et l'historiographie française ont très largement exploré le monde des sens et des sensibilités depuis les années 60-70, mais elle est très importante parce qu'elle a été peu appliquée à la compréhension du communisme, et j'ajouterais qu'elle est devenue de plus en plus importante maintenant, parce que nous vivons dans un monde du digital et du numérique, où le rapport à la tactilité, où le rapport aux matières, où le rapport au sens est en pleine métamorphose, et donc travailler sur ces sources-là et montrer qu'elles ont beaucoup à dire est un moyen pour recréer d'autres approches d'une réalité qui a été sur papier ou sur écran. Votre livre s'inscrit aussi dans un des renouvellements les plus importants de l'historiographie du communisme depuis 2 décennies, qui est l'inscription dans une histoire globale, avec les pays du Sud alignés avec le bloc de l'Est, avec les circulations au sein de ce bloc de l'Est et avec d'autres espaces. Je signale au passage aux gens qui nous écoutent que vient de paraître le dernier livre de la trilogie que Nicolas Offenstadt a consacré à la RDA, pardon, qui s'appelle Histoire globale de la RDA chez Talandier. C'est paru voilà, fin janvier. Et vous étudiez aussi dans le livre de quelle manière le monde de la culture bulgare il est en train de dialoguer, soit de manière informelle par voilà, les revues qui évoquent des choses qui se passent ailleurs, mais aussi de manière très concrète avec des collaborations. Il dialogue avec d'autres pays. Et notamment, vous mettez en avant cette coproduction d'un film historique bulgaro-République démocratique allemande, le film Zvezdi Stern, les étoiles. Alors c'est un film, on en avait un petit peu parlé dans l'entretien précédent, parce que c'est un film qui parle du sort des Juifs et de la Deuxième Guerre mondiale. Mais si on l'analyse ici au prisme de comment s'ajuste le monde des arts bulgares avec d'autres interlocuteurs et d'autres États communistes. Alors oui, c'est un film très intéressant. J'en profite pour mentionner que Arte a consacré plus d'1 mois à l'œuvre de Konrad Wolf, donc cinéaste est-allemand, et a incorporé, ce qui est très rare pour le public français, la proposition de regarder donc Zvezdi Sterne Étoile, ainsi que vraiment tout un ensemble de films qui sont très riches. Et puis je souhaitais rajouter à ce que vous disiez avant d'aborder le cas est-allemand, que la Bulgarie, de manière très étonnante, a énormément collaboré dans le domaine du cinéma, aussi avec des pays comme l'Italie. Elle a proposé, alors elle a travaillé souvent avec des prestations de services, c'est-à-dire qu'elle allait fournir des décors, énormément dans les années 80, mais années 70 déjà. Elle fournissait des maquilleurs, elle allait fournir des tuniques, des vêtements, des armes. Et donc vous avez tout un ensemble d'échanges relativement étroits qui vont exister dans des coproductions, beaucoup moins avec des acteurs que donc avec tout cet arrière-plan visuel ou technique. Et puis en troisième élément, la Bulgarie participe
participe à des festivals. Elle envoie régulièrement des contributions, des soumissions à Cannes. Elle envoie aussi des équipes à Cannes à partir de 1952 chaque année. Elle va à Carlo Vivari. Donc vous allez avoir à Venise tout un ensemble de réseaux de festivals, y compris extra-européens, qui vont avoir une influence sur cette ouverture culturelle, sur cette curiosité. Curiosité qui, une fois encore, passe aussi par l'Union soviétique, puisque une partie des cinéastes qui vont se former en Union soviétique, ils découvrent le néoréalisme italien, ils découvrent les plus récentes productions françaises, et donc vont revenir enrichis de tous ces espaces de circulation. Alors pour revenir sur le cas plus précis de Zvezdi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a souvent pensé qu'entre des pays qui n'avaient pas été ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale, créer un bloc de l'Est était assez évident. Et donc avoir une coopération entre la Bulgarie et l'Allemagne de l'Est, moitié Est de l'Allemagne qui avait été l'allié de la Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale, devait s'opérer de façon très simple. Et de fait, il y a des agendas nationaux qui sont différents, et comme ils doivent autour de ce film relire ce que fut la Seconde Guerre mondiale, ils sont en tension et en désaccord, puisque l'Allemagne de l'Est a interrogé à la fin des années 40 sa contribution au nazisme, même si cela a été moins prégnant ensuite, et qu'il y a dans l'équipe qui souhaite faire le film le désir de parler véritablement de la Shoah et de créer cette sorte de conscience collective qui interroge le fascisme, le retour du fascisme, et qui dénonce ce qu'ils appellent le retour du fascisme, donc dans le contexte ouest-allemand. La Bulgarie, par contraste, alliée de l'Allemagne, veut faire oublier cette alliance et mettre en exergue la résistance, les partisans, et le fait qu'elle aurait été du bon côté presque tout le temps, et pas simplement après septembre 1944, et souhaite minorer sa contribution à la déportation des Juifs des territoires yougoslaves et grecs qu'elle avait occupés. Et donc, on a des tensions assez vives. On a une certaine proximité, puisqu'il y a beaucoup de Bulgares qui vont à Berlin-Est se former ou collaborer. Et en même temps, on voit très bien que le cinéma est un lieu de pouvoir, est un lieu d'un agenda politique, et est un lieu où il n'y a aucune évidence à avoir une compréhension partagée de ce que veut dire être Est-européen. La Bulgarie, on l'a dit au début de l'entretien, c'est un pays qui se modernise, c'est un pays qui tient en partie les promesses de la modernisation communiste et de l'urbanisation. Je me suis demandé en vous lisant, c'est pas une étude de cas à part entière, mais c'est quelque chose qui revient en filigrane à plusieurs endroits. De quelle manière les arts et le cinéma en particulier ont pu s'accommoder de cette modernisation parce qu'il fallait à la fois montrer que ça progressait pour donner aux gens des gages de réussite, mais il fallait pas non plus qu'on bascule dans le consumérisme occidental et dans l'embourgeoisement, parce qu'il y a évidemment la ligne est fine entre la modernisation et l'embourgeoisement, et surtout visuellement, hein, il n'y a rien qui ressemble plus à un appartement moderne qu'un appartement bourgeois. Donc, comment ça s'est négocié, on va dire, cette concrétisation artistique et visuelle de la réussite bulgare sans dévier de la ligne? Alors, vous savez, quelque chose qui est très intéressant, c'est que en fait, s'élève de manière générale, entre guillemets, la population bulgare, et puis s'élève aussi une partie des créateurs dans le monde du cinéma. L'univers du cinéma, peut-être un peu plus que le théâtre, mais également est un univers qui est assez neuf. Il y avait très très peu de cinéma pour la Bulgarie avant 1944, un univers en très rapide expansion. Il va y avoir un investissement massif de signification, donc de recrutement de personnel, et c'est un univers dans lequel il y aura une rencontre, et parfois d'ailleurs des couples, des conjugalités, des infidélités entre des milieux qui ont eu un ethos bourgeois, qui ont réussi à survivre aux répressions et qui de fait vont continuer dans l'univers créatif, et puis des personnes qui viennent voir d'un monde très rural, relativement peu prospère, et dont la montée au sein du monde du cinéma couple et suit en parallèle celle de la société qui s'urbanise. Donc vous avez une relative facilité à dépeindre une partie de ce que sera, notamment donc dans les films qu'on a appelés ces films des années 70, de satire de la consommation, de la société de consommation, le fait de montrer la fin d'un univers rural, avec parfois des éléments de nostalgie, avec certains scénaristes comme Georgi Michev, qui lui-même était originaire d'un village et qui va dépeindre la disparition de cette transformation de ce monde. Donc, un peu de la joie de la modernité, un peu aussi de la tristesse de voir s'effriter, s'étioler un univers, et puis des milieux cinématographiques qui s'enrichissent malgré tout, même si c'est très modeste par rapport à l'Ouest, et qui vont avoir, pour certains d'entre eux, une fascination pour les cinémas d'art et d'essai, et un mépris pour cette
ce petit embourgeoisement fasciné par ces villas à la campagne, par ces vacances un peu médiocres, par ce désir d'accumulation. Et donc, de ce point de vue-là, la tension est relativement limitée entre ce qui est vécu par les artistes et ce qu'ils montrent, avec tout simplement le fait de pouvoir trouver une ligne assez fine, décrivant les côtés positifs de l'accès à des ressources, et puis en fait un peu un mépris social de ce petit embourgeoisement, de ceux qui sont légèrement plus bas qu'eux, mais qui néanmoins ont la même aspiration à s'élever. Il y a un tout autre aspect qui, cette fois, pose la question de la confrontation avec la culture de l'Ouest. Et une des études de cas les plus intéressantes du livre, c'est celle qui est consacrée à la diffusion de Star Wars, la trilogie de George Lucas dans la Bulgarie communiste au milieu des années 1980. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que on pourrait s'attendre à ce que ce soit traité sur le pur mode du choc des cultures, voilà, le monde communiste primitif et la modernité occidentale, la fascination, etc. Et vous montrer que c'est beaucoup plus compliqué parce que, notamment, la science-fiction, c'est un genre qui a déjà été investi en Bulgarie, dans le monde de l'Est en général et en Bulgarie en particulier. Et du coup, les Bulgares vont projeter sur Star Wars leur propre lecture et pas être simplement les récepteurs passifs du triomphe de l'Occident. Tout à fait. Alors, c'est en effet un cas absolument fascinant et lorsque je l'ai découvert et que j'ai entendu des interlocuteurs me parler de la manière dont ils avaient vu Star Wars, d'abord je ne savais pas que Star Wars avait été diffusé en Bulgarie, il ne l'a pas été en Union soviétique, et qu'ils avaient regardé 10, 15, 20, 30 fois, qu'ils avaient collectionné des éléments de merchandising, qu'ils en avaient parlé des nuits entières avec des camarades. C'était vraiment une stupéfaction effectivement qui posait la question de était-ce une aspiration à l'Occident? Il y a une histoire de longue durée de la science-fiction, histoire qui est à la fois soviétique dans les années 20, histoire qui est tchécoslovaque, Karel Čapek, histoire donc de très longue durée d'une interrogation par la science-fiction. Donc pas une science-fiction qui serait technologique, mais une science-fiction qui est un lieu où penser, sous forme de dystopie, sous forme de conte philosophique, sous forme d'allégorie, le monde dans lequel nous vivons. On peut citer par exemple Zamyatin, Nous autres, qui est un des grands auteurs russes des années 20, qui est au moment où on est à peu près encore libre d'écrire avant Staline, explore comme ça des futurs possibles de la Russie. Tout à fait. Et cette culture-là, puisque la Bulgarie est aussi relativement proche de l'Union soviétique, quand le régime encourage le développement au départ d'une science-fiction ludique, dans les années 50, va progressivement s'immiscer dans un genre qui va acquérir une respectabilité parce qu'il est un lieu de pensée et pas principalement un lieu d'évasion. Et donc c'est sur cet arrière-plan-là où des clubs de science-fiction littéraire mais aussi filmiques sont mis en place que va arriver Star Wars. Et donc Star Wars va être reçu à la fois comme pour des adolescents évidemment une fascination d'un roman d'apprentissage avec des capacités hollywoodiennes que la Bulgarie n'aurait pas, mais aussi la possibilité de poursuivre un dialogue sur qu'est-ce qu'un ailleurs, qu'est-ce qu'un autrefois, qu'est-ce qu'un lendemain, de quelle façon réussir à se projeter dans un monde autre, que nous dit-il d'une autre. Et puis alors ce qui est beaucoup plus intriguant, parce que des adolescentes et adolescents, surtout adolescents d'ailleurs, c'est très genré, soient intéressés par la science-fiction, ne surprend guère. Mais ce qui est spectaculaire, c'est la façon dont des intellectuels sophiotes de 30, 40, des fois 50 ans vont aller rejoindre des clubs de science-fiction pour interpréter et pour se demander ce qu'est le monde au-delà de l'Est-Ouest. Avec ce petit point qui est aussi influencé par l'Union soviétique, qui va être dans le croire et le non-croire, et c'est sans doute la chose qui m'a le plus stupéfaite, ce moment où, vous savez, lorsqu'on ne croit plus tout à fait au régime communiste, mais l'on veut croire au croire, et on va finir par croire à l'incroyable, et c'est un moment où un très fort courant ésotérique se développe en Union soviétique, qui aura des reflets en Bulgarie, qui en partie se nourrira d'un imaginaire ésotérique ou magique qui existait dans la culture plus traditionnelle bulgare, et qui va déboucher sur le fait de s'interroger sur le possible demain, ce qui aussi rouvre un futur. Ce qui est incroyable aujourd'hui serait peut-être un manque de science, et si la science était réincorporée, il le serait demain. Donc si je synthétise, on est en présence à la fois de science-fiction, qui serait dystopie, en même temps d'ésotérisme, en même temps de monde magique, et en même temps de science pure et dure. Et tout cela est une synthèse qui n'est pas empruntée à l'Ouest, qui peut dialoguer avec elle, mais qui de fait dialogue avec toute une culture centre-européenne et toute une culture russe.
À peu près au même moment que cette diffusion de Star Wars en Bulgarie, il y a un phénomène peut-être à contretemps aussi, hein, pour revenir à cette question des temporalités, qui est cette bulgarisation forcée des populations turcophones de Bulgarie, au moment où en Bulgarie il y a des gens qui regardent vers l'Est avec Gorbatchev qui libéralise, qui regardent vers l'Ouest avec Star Wars ou avec la modernité, ou des gens qui pressentent le changement. Et pourtant, là, on a une phase de répression d'une grande brutalité et le cinéma est enrôlé aussi dans cette répression, parce que le cinéma, vous le racontez avec un film notamment Temps de violence, met en scène le fait que les Turcs bulgares n'ont pas le droit d'être Turcs, en fait. Ils ont toujours été bulgares et il y a pas d'alternative à la vulgarité totale, en quelque sorte, promue par le régime, alors même que c'est en train de se défaire. Oui, alors il faut peut-être, pour les personnes qui ne sont pas au courant, revenir sur ce qui s'est passé. La Bulgarie, donc à la sortie de l'Empire ottoman, avait une forte population turco-ottomano-musulmane, ce qui est logique puisqu'il y avait eu 5 siècles d'inscription dans l'Empire ottoman, dont le pourcentage a progressivement s'étiolé, avec notamment des vagues migratoires assez importantes. Et le dernier accord, cette fois-ci un accord et donc pas une expulsion, entre la Bulgarie et la Turquie avait été signé en 1968 et se clôt en 1978. Et il reste cependant une importante population musulmane en Bulgarie, aux alentours de 14% approximativement. Et la Bulgarie, donc le régime bulgare, va décider, à l'hiver 1984, en l'espace de moins de 4 mois, de changer tous les prénoms et noms de famille de tous les Turcs vivant en Bulgarie, en déployant les services d'enseignement, la milice, dans certains villages, l'armée, en investissant les lieux et en annonçant à des gens littéralement, bon, écoute, donc on se tutoie très facilement, des fois on connaissait le milicien d'ailleurs qui vient, écoute, là, on a une liste, tu vas changer ton nom, hein, donc tu vas devenir Ivan, par exemple, avec des fois 24 heures pour choisir, des membres de la famille qui sont éparpillés, certains sont en train de travailler dans une autre région, d'autres à la maison, d'autres à l'école, et donc se retrouvent à ne pas connaître les noms des uns des autres. Il y a des récits absolument déchirants dans lesquels des membres de famille n'arrivent plus à se retrouver parce qu'ils ne savent pas quel nom leur a été attribué. Et donc ce n'est pas simplement un changement de nom, c'est tout un récit sur l'histoire dans lequel il n'y aurait jamais eu en Bulgarie de Turcs musulmans, mais simplement des Bulgares ottomanisés, donc convertis de force à l'islam, puis turcisés de fait de force au fil des siècles, qui reviendraient volontairement quelques siècles plus tard vers leur identité authentique, laquelle serait bulgare. Et donc il n'y aurait plus du tout de Turcs en Bulgarie. C'est quelque chose qui concerne environ 840 000 personnes, c'est gigantesque. Et dans ce contexte-là, l'une des questions pour moi était, mais comment est-ce possible? Comment est-il possible, et vous l'avez très justement dit, au moment où la Bulgarie, sans que malgré tout Gorbatchev est en train de changer le mode de fonctionnement du bloc est européen, sans que de nouvelles générations aspirent à autre chose, se libéralise sous tension à cause de Todor Zhivkov, comment peut-on lancer la milice, les services de renseignement et l'armée contre des centaines de milliers de personnes? Eh bien, c'est par tout un travail évidemment de propagande, mais beaucoup plus subtil que ce qu'on a souvent décrit. Ce ne sont pas simplement des discours politiques, ce ne sont même pas simplement des cours à l'école où on réécrirait l'histoire. C'est le fait d'incorporer tout ce qui concerne des mondes culturels, y compris aussi d'ailleurs en dehors des mondes culturels, l'archéologie. On commence à partir du début des années 80 à faire des recherches archéologiques pour montrer les vraies racines bulgares. C'est aussi le fait d'emmener les enfants en promenade, de leur raconter des récits et des contes, et c'est le fait de réaliser de grandes épopées historiques. Et là, l'un des mécanismes, c'est que la Bulgarie, qui aspire à la reconnaissance, n'a pas eu sa phase hollywoodienne péplum des années 50, et elle a enfin ces grands films avec des milliers de figurants qui ont été lancés pour la célébration de l'anniversaire de 1981 par rapport à la création en 1681, et qui vont continuer au moment de l'assimilation forcée. Donc on a des films à budget massif, à technologie incroyable, qui vont être très largement diffusés, avec un petit peu d'incitation, pour ne pas dire beaucoup, à envoyer les élèves, les militaires, les ouvriers assister à ces spectacles, et donc être incorporés de ce type de rhétorique. Mais derrière cela, et cela ce sont des choses que des personnes à l'étranger ne comprennent pas en voyant ce genre de films, c'est qu'il y a la manière de les produire. Et je mettrai l'accent simplement sur deux éléments, les paysages
et les figurants. Les paysages, pour quelqu'un qui regarde, qui est en France, c'est juste très beau, ce sont les Rhodopes, ce sont de merveilleuses montagnes. Mais les paysages, pour quelqu'un qui est de la région, ce sont les zones où il y a eu des tensions, il y a eu des violences, il y a eu les résistances les plus fortes à l'assimilation forcée, notamment celle des Comacs pour les Rhodopes de l'Ouest. Et donc, on va filmer des paysages qui sont nationalisés, c'est-à-dire bulgarisés, pour signifier que c'est bien à nous, c'est bien notre terre, elle est bien bulgare, et donc elle fonctionne bien à travers la négation de la possibilité qu'il y ait eu d'autres populations. Et puis, le recours aux figurants est quelque chose que j'ai trouvé absolument tétanisant, puisque quand il prépare la fabrication du film, il y a des entretiens spontanément, officiellement, bien sûr, pour dire alors, que pensez-vous? Oui, tout le monde est très heureux de participer, de recréer cette histoire de son passé, et on invente de fait, en prenant des figurants qui sont originaires des régions, population donc musulmane qu'on a convertie de force récemment, et en les faisant jouer les rôles de l'époque ottomane, dans un système d'inversion où il serait légitime au présent de les reconvertir, puisqu'il y aurait eu conversion forcée antérieurement, et que ce sont leurs propres corps qui doivent incarner cette inversion et cette continuité historique. Et sur cela, le réalisateur a évoqué le fait de jouer des musiques particulières à ces populations pour qu'il y ait des résonances et des échos de sensibilité et pour qu'il obtienne sur les visages ce qu'il voulait montrer. Cela, je crois que c'est essentiel pour toute personne qui travaille sur le cinéma plus largement. C'est le fait de se rendre compte que chaque détail compte, que ce n'est pas seulement une narration, ce ne sont pas seulement des voix, ce sont vraiment des localisations, des manières de bouger des corps, des façons de choisir, lisibles pour les populations qui sont les destinataires de ce travail d'embrigadement nationaliste incontestablement. Pour terminer, est-ce qu'on peut évoquer ensemble le contexte d'écriture de votre livre? Vous en parlez dans l'introduction, vous en avez parlé également dans un entretien récent en ligne. Le fait d'écrire sur le monde communiste, qui est un chapitre clos de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire surtout dans les années 2020, alors que l'espace ex-communiste entre la Russie et l'Ukraine en particulier est traversé de rejeux de violence et voilà, de drames considérables. Donc comment le contexte a informé votre écriture? Oui, le contexte a été absolument décisif. Je pense que comme tous les chercheurs travaillant sur cette région et comme une grande partie des citoyens habitant en Europe, il y a eu un effarement absolu au moment de la guerre en Ukraine, de l'invasion par la Russie de l'Ukraine, et un effarement qui s'accompagnait aussi d'une sorte de tétanie face à l'utilisation de l'histoire. Un degré aussi profond d'instrumentalisation du passé. On savait que des systèmes autoritaires utilisaient le passé, mais on était autant présent, confronté à cela, et un sentiment incroyable d'impuissance, avec une rhétorique qui posait vraiment la question, est-ce qu'il y aurait une responsabilité du post-communisme tel qu'il a été vécu dans le désir de la Russie d'une sorte de revanche face à ce qui aurait été une humiliation, ou fallait-il rechercher dans une sorte de continuité datant de l'ère communiste les raisons de ce que l'on observait au présent? Mais de toute façon, la question était adressée aux chercheurs. Quelle était la profondeur du présent? Jusqu'où fallait-il remonter? Avec également une sorte d'élément de petite remise en question potentielle. Une très grande partie des travaux à partir des années 70, portant sur les communismes est-européens, avaient voulu nuancer les récits qui en avaient été faits. Il n'y avait pas que une ère totalitaire, il n'y avait pas que de la violence et la répression, et donc se sont portés vers d'autres questions, vers d'autres secteurs de vie, vers une étude des quotidiens, pour montrer qu'il y avait des éléments de surgissement, de transformation, de contingence. Et là, on se retrouvait en présence de Poutine, qui reprenait un discours impérial, lui, de très longue durée, enjambant très largement l'Union soviétique, au point où on se demandait, mais finalement, la contingence, n'a-t-on pas rêvé? L'idée sur laquelle le temps est labile, est imprévisible, finalement, n'y a-t-il pas des structures qu'on a voulu nier? Donc, comment réussir à retravailler ce passé? Donc oui, c'était les deux premiers éléments. Et puis évidemment, il y en avait d'autres. Il y avait un sentiment de très forte responsabilité pour réussir à comprendre quels étaient les découpages au sein de l'Europe et comment on pouvait réussir à repondérer ces découpages. Et puis il y avait, à travers le fait d'aborder par les arts et la culture, quelque chose qui m'a semblé extrêmement précieux sur le plan méthodologique et aussi d'ailleurs presque sur un plan politique. Aussi bien le théâtre, parce que les pièces sont jouées diversement, sont rejouées, sont remises en scène, voyagent, traversent les frontières, est une histoire à la fois d'itération, de réitération et de changement, de variation sur ce qui pourrait être le même.
Le cinéma peut sembler plus fixe, mais vous allez avoir des films qui sont coupés, qui sont accompagnés de sonorisation, qui ont d'autres bobines, qui vont eux aussi voyager. Et donc, à travers ce monde-là, j'avais l'un des outils qui était l'interrogation centrale de ce que nous vivions au présent, le même et le différent, le même et ses variations. De quelle façon penser une transformation? Puis dernier point sur cela, évidemment, nous vivons au-delà de l'invasion par la Russie de l'Ukraine, un ébranlement du monde, un effondrement de 1945, une déchirure de tout ce que nous avons cru, établi, tout ce que nous pensions évident, les institutions, les pays démocratiques, tout ce que nous croyions savoir. 1989 avait eu lieu et il n'était pas réversible. Et nous arrivons à une Europe et un monde dont tous les cadres sont bouleversés. Or, tout le travail que le communisme invite à faire, c'est un travail sur comprendre comment s'effondre un ordre. Et là, je reviens brièvement sur 1989, comment s'effondre d'un coup, en moins d'un an, l'ensemble d'un bloc, et comment se fait-il que le visible soit non vu? Comment se fait-il que l'on pressente et qu'on ne comprenne pas? Comment se fait-il que des fragments ne fassent pas totalité? Et là, on a énormément à apprendre de la manière dont on incorpore des cadres cognitifs qui nous rendent aveugles, de la façon dont il y a parfois des éléments de réfutation par souci d'une sécurité, d'être rassuré sur un quotidien, et puis de notre incapacité à penser le nouveau qui n'est jamais totalement neuf, et à penser sa radicalité précisément par un travail de synthèse que nous ne savons plus faire, et que nous savons d'autant moins faire que la complexité présente touche différents segments de l'univers, pas simplement l'ordre national, pas simplement le recours à la guerre, pas simplement les extrêmes droites, mais également le climat, mais également les mondes du savoir et les réseaux sociaux. Donc, ce qu'invite à faire une relecture du communisme et de la fin du communisme, c'est se dire comment l'invisible peut-il devenir dissible, avec quelle source, avec quel monde, avec quelle question peut-on réussir à comprendre ce qui est en train d'advenir, semble-t-il en un instant, et peut-être pas en un instant. Merci beaucoup, c'est un très beau programme de réflexion et de recherche aussi que vous dessinez. Est-ce que pour terminer, je peux vous demander un conseil de lecture ou un conseil de prolongement de notre discussion que vous voudriez partager à ce micro? Alors, ce serait un double conseil. En fait, il y a une donc, grande réalisatrice bulgare, il y a peu de réalisatrices bulgares dans l'histoire du communisme. Elle s'appelle Binka Jiliaskova, j'en ai parlé dans le livre. Elle a été une croyante dans le communisme, elle a été associée au mouvement des partisans pendant la guerre, elle a vraiment adhéré à ce régime, mais pas du tout adhéré à son embourgeoisement. Donc la bourgeoisie rouge était quelque chose qui lui semblait une trahison des idéaux socialistes. Et elle a réalisé en 1967 un film dont je n'ai pas parlé dans le livre, qui s'appelle Le ballon attaché. Film qui a été interdit jusqu'en 1990, dans lequel elle utilise le registre de l'allégorie pour réussir à parler de ce qu'est un système autoritaire. Et donc, soudainement, au-dessus d'un village, arrive un ballon dirigeable. Ce ballon dirigeable crée une panique absolue au sein du village et entre deux villages va être à l'origine d'éléments magiques et loufoques et en même temps d'une interrogation sur ce qu'est l'ordre dans lequel le village vivait et sur ce qu'est aussi la répression puisqu'il va y avoir finalement quelque chose de relativement dur comme dénouement. Ce film était fondé sur l'adaptation d'une nouvelle de Jordan Radichkov, un des plus grands écrivains bulgares, qui lui aussi a su mêler une forme d'écriture influencée par la région du nord-ouest bulgare, a su l'associer à une forme de monde magique. Et c'est donc cette transposition-là qui nous permet de penser ce qui a été repris récemment par un écrivain tout jeune, bulgare. Je ne sais pas s'il a cité d'ailleurs ni Jordan Radichkov ni Binka Jiliaskova, mais il a repris l'image du ballon dirigeable qui cette fois-ci arrive au-dessus d'une ville, donc il s'appelle Momchil Milanov ça s'appelle le ministère des rêves et l'ouvrage donc lui est tout jeune, il est né en 1986 donc il n'a pas lu le communisme mais en un sens fait écho à la fois au travail de Jordan Radichkov que je vous invite profondément à lire, c'est un écrivain de très grand talent, et à celui de Binka Jiliaskova. Le film là aussi peut être regardé, je crois, sur YouTube. Les sous-titres seront un enjeu. Merci beaucoup Nadège Ragaro. Je rappelle le titre de votre livre Et maintenant, où va-t-on? Le communisme en SEM chez Eurorbem Édition. On trouvera toutes les références sur le site du podcast. Merci.
Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.